Bonjour. Ça tient. Bonjour, aujourd'hui je vous fais une vidéo sur le thème des thérapies assistées par psychédéliques et de la réduction des risques liés à ces thérapies assistées, expériences supervisées, etc. Et je vous fais cette vidéo sur la base, en me basant sur le manuel de réduction des risques de la Société psychédélique française, qui a publié ce manuel en novembre 2022, si j'ai bonne mémoire. Il y a un article qui sert de script à cette vidéo, son URL figure dans la description de la vidéo, sous la vidéo. Donc le thème c'est comment réduire les risques d'abus, que ces thérapies se déroulent, ces thérapies ou ces expériences supervisées se déroulent dans un cadre légal ou illégal, puisqu'il est possible qu'il en existe déjà en France. Même si ce ne sont pas proprement parlé des thérapies, ce sera des expériences guidées, enfin ce genre de choses. Tripcité, bon. Novembre 2022, c'est bien ça. Donc, les auteurs du manuel de réduction des risques de la Société psychédélique française, il y a le lien dans l'article, sont, je l'ai cité, parce que je vais citer pas mal d'extraits de ce manuel, donc autant citer aussi les auteurs. Donc il y a Cali Carrigan qui est doctorante à l'université d'Amsterdam, Laetitia Carive, ingénieure-chercheuse au musée d'histoire naturelle, auteur d'une thèse de biologie, Romain Haquet, doctorant en sciences de la vie et de la santé, prépare une thèse sur le rôle du set and setting sur les effets pharmacologiques et thérapeutiques de la DMT. Et soit dit en passant, je suis impatiente de voir s'il abordera dans cette thèse l'importance, ou tout du moins l'impact potentiel de la lumière, naturelle ou artificielle, et des rythmes circadiens, du taux de cortisol, tout ça. C'est le genre de sujet qui me botte. Et puis quatrième auteur, Gaël Millet, ingénieur en informatique. Moi, qui suis-je? Je suis alors une blogueuse, française. Je n'ai qu'une attestation d'éducatrice de santé obtenue au cours d'une formation en naturopathie il y a quelques années. Quand bien même la formation m'a coûté pas loin de 10 000 euros, je sais que c'est l'équivalent de pas grand-chose en France. Je ne suis qu'une petite crotte de nez comparée à tous ces grands universitaires, mais j'ai un cerveau, oui, j'essaye de... En tout cas, j'essaye. Une liberté d'expression et d'opinion. Et j'ai aussi le droit de faire de la réduction des risques, comme tout un chacun, et d'exercer mon esprit critique. Une critique constructive et argumentée permet d'affûter notre pensée, nos opinions et nos arguments. C'est bien d'avoir des opinions, mais si elles reposent sur du vent, voilà. J'essaye d'argumenter et d'avoir des opinions basées sur des faits, de préférence. Sinon, c'est pas une opinion, c'est une intuition. Bon, bref. Le contexte, c'est un manuel donc rédigé par des diplômés de l'enseignement supérieur, et c'est un manuel qui vise à réduire les risques liés à la consommation de psychédéliques en général, y compris les risques d'abus commis par les encadrants d'expériences psychédéliques. Et c'est un effort très louable qui représente probablement beaucoup d'heures de travail, bénévoles, tout ça. Et c'est un manuel que je pense très adapté, très recommandable dans l'ensemble, entre autres aux débutants. Et je n'en critique ici que quelques points de détail, mais des points de détail qui me semblent assez importants dans le cadre de la réduction des risques d'abus. Donc j'ai remarqué quelques incongruités. La numéro 1, c'est que ce manuel est publié par la Société psychédélique française qui diffuse sur sa chaîne YouTube, encore actuellement, j'ai vérifié récemment. Une interview, ça changera peut-être à l'avenir, je ne sais pas. Nous sommes le 22 mars 2023. Donc la Société psychédélique française diffuse sur sa chaîne YouTube une interview très flatteuse de Françoise Bourza, qui est une psychothérapeute somatique, encadrante d'expériences psychédéliques. Je vais essayer de peser mes mots, attention, ça va chauffer. Coupable de violations éthiques avérées.
sa certification de l'Institut ACOMI lui a été enlevée il y a plus de 20 ans pour cause de violation éthique. Madame Boursa a ensuite continué pendant des décennies à se présenter comme ayant cette certification, ce qui est une autre violation éthique. Et ces informations que je donne là viennent d'un article du site web Inverse, l'article Aaron said it was healing. Et ce n'est quasiment qu'un détail de l'affaire Boursa, Grossbard et Maps, dont j'ai fait un gros PDF qui est en lien dans l'article. Plus récemment, il y a environ 2 ans, dans une interview en français, Françoise Boursa s'est présentée en tant que psychologue à 2 reprises dans l'interview, alors qu'elle ne l'est pas. Et pareil, je mets en lien un article dans lequel je détaille ces informations. Et cela ressemble beaucoup à une usurpation du titre de psychologue. Je ne suis pas juriste ni avocate, donc je ne suis pas catégorique, parce que je ne suis pas avocate ni juriste. Voilà, ça y ressemble, selon moi, simple citoyenne. Dans la même vidéo, elle dit avoir formé des personnes en France, donc soit à minima des Français, soit des personnes qui résident en France. Est-ce qu'elle les a formées en France ou ailleurs? C'est pas très clair, mais elle dit avoir formé des personnes en France. Donc il pourrait y avoir des guides underground, trip-sitters et compagnie, thérapeutes même peut-être. Il pourrait y avoir des guides underground français en France qui appliquent les méthodes de Madame Boursa et qui ont donc potentiellement un cadre de pratique problématique, parce que quand on forme des gens, on leur transmet plus ou moins notre cadre de pratique, notre déontologie, notre éthique, etc. Un institut de formation français, le CESOM, la cite encore parmi ses intervenants, donc je mets le lien vers la page en question. Il y a quelques semaines s'est tenu un sommet des trans et médecine psychédélique pendant lequel elle est intervenue, je mets le lien. Et donc je me pose la question suivante, se pourrait-il que le fait que la Société psychédélique française fasse de la pub à Madame Boursa contribue à tromper des Français quant à ses compétences et à son éthique? Point d'interrogation. Bref, la Société française psychédélique souhaite réduire les risques d'abus en tout genre, c'est très honorable, tout en faisant cependant la promotion d'une personne qui en a commis. Et je trouve cela étrange. Voilà. C'est la première incongruité de ce manuel, j'en ai remarqué 2 autres, ainsi que quelques passages qui mériteraient selon moi de légères, toutes petites modifications pour être plus en phase avec la réalité des risques liés aux thérapies assistées par psychédéliques. Donc je vais vous lire des extraits du texte du manuel en question. Dans l'article, ils sont entre guillemets et en italique. J'ai remanié le texte à l'aide de mots barrés et rajouté quelques mots ou phrases complémentaires entre crochets. J'explique mes choix dans des commentaires en texte normal. Ça va être un peu laborieux à lire pour une vidéo, mais bon, si ça vous saoule, vous allez directement voir l'article. Page 11, dans la partie objectif du manuel. Nous insistons sur le fait que le risque zéro n'existe pas. Alors mon commentaire, ça c'est excellent. Tout le monde devrait avoir ça à l'esprit, ça devrait couler de source pour tout le monde. Dans tous les domaines de la vie, manger, conduire, traverser la rue, se marier, écrire des articles sur Internet, prendre des substances psychoactives, tout ça, tout est toujours prise de risque. Écrire, prendre la parole sur Internet, ça expose à des critiques. On devrait le savoir, on devrait s'y attendre, c'est un peu naturel. Page 21, dans la partie effets cognitifs, alors je cite « Suggestibilité accrue, une tendance accrue à accepter les idées ou les attitudes des autres et à agir en conséquence. Le rire peut ainsi devenir très communicatif. Ceci peut également augmenter le risque d'abus physiques ou psychiques par des personnes mal intentionnées. » Fermez les guillemets. Je corrige. Ceci peut également augmenter le risque d'abus physiques ou psychiques par des personnes bien ou mal intentionnées. Donc en commentaire, l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est un dicton. J'avais du mal à comprendre ce dicton quand j'étais jeune. J'ai 46 ans. Au fil des années, j'en ai découvert l'amère réalité. C'est amer, c'est pas agréable à découvrir. Quand on est jeune, on peut avoir tendance à croire naïvement que nos bonnes intentions nous immunisent de tout mal.
que ce soit du risque d'en subir ou d'en commettre, alors que c'est une réalité, on peut faire du mal à quelqu'un, même quand on a les meilleures intentions du monde. C'est une réalité qu'on doit avoir présente à l'esprit, entre autres lorsqu'on met notre sécurité entre les mains de quelqu'un, même si cette personne a l'air charmante et très bienveillante, qu'elle est expérimentée et réputée, et qu'elle nous explique en long en large qu'elle agit toujours dans la bienveillance et le respect de l'individu. On doit garder à l'esprit que ce qu'elle considère comme bon et respectueux ne le sera pas forcément pour nous. L'affaire Bourza, Grossbard et Maps le montre en long et en large. Certaines personnes ayant un trouble de la personnalité narcissique peuvent paraître très charmantes et très sûres d'elles. Elles peuvent être particulièrement convaincantes. Elles peuvent être tellement convaincues de leurs propres valeurs et de leurs propres compétences qu'elles parviendront à nous en convaincre à nos dépens. Sur le sujet du trouble de la personnalité narcissique, j'ai trouvé beaucoup plus d'informations détaillées, basées sur la science, en anglais qu'en français, par exemple sur les chaînes YouTube du Dr Grande et du Dr Ramani, donc des Américains. Une bonne protection vis-à-vis des personnes qui ont ce trouble de la personnalité, c'est l'authenticité. Je mets un lien vers une vidéo qui explique tout ça. Savoir poser des limites saines, un lien vers une vidéo qui explique tout ça. Et un ego solide. Je mets aussi un lien vers une vidéo qui parle de l'ego solide qui peut être un atout pour se protéger. Un ego tout mou, évanescent et dissous, ça peut être bien pendant une expérience psychédélique, ego death, la mort de l'ego, la dissolution de l'ego, tout ça. Mais pas au quotidien pour se protéger des abus. Par exemple, savoir dire non fermement à quelqu'un sans craindre de paraître méchant ou faible. Et c'est pas pour rien, c'est pas une digression comme ça par hasard que je parle de ce trouble de la personnalité narcissique. Je n'ai pas lu juste quelques articles sur les pervers narcissiques, comme on trouve beaucoup en français. J'ai essayé de m'informer à des sources un petit peu plus fiables, un petit peu plus solides et scientifiques que ça. Ensuite, page 25, effet indésirable, dans la partie effet indésirable. Entre guillemets, il conviendra donc de porter une attention particulière au cadre d'usage et de préférence d'être avec une personne de confiance sobre, fermez les guillemets. Et je rajoute, à défaut de trip-sitter, un cadre d'usage, set and setting, particulièrement soigné et réfléchi peut faire office de trip-sitter. Une phrase en plus. Bon. Commentaire. Voir mon article sur le setting idéal. Je mets un lien vers un petit article. Enfin non, il est assez long, il est plein de photos pour illustrer. Il est en anglais, mais les photos permettent quand même de bien comprendre le truc. Et puis faire un clic droit, sélectionner l'option traduire en français ou aller voir Google Translate. Ça permet de comprendre les articles en anglais. Incongruité numéro 2, page 28. Ouvrez les guillemets, comme pour tout psychotrope, incluant l'alcool, il convient de ne pas prendre seul ces substances, d'éviter le risque de surdose et de ne pas s'adonner à des activités à risque d'accident, conduite automobile, natation, escalade, etc. Fermez les guillemets. Et je corrige. Comme pour tout psychotrope incluant l'alcool, il convient de consommer ces substances avec grande précaution, d'éviter le risque de surdose et de ne pas s'adonner à des activités, etc. Commentaire. Je découvre donc que boire 1 ou 2 verres de vin tout seul, c'est déconseillé. Ou fumer une cigarette seule, parce que le tabac aussi est psychoactif, psychotrope. Ou boire une tasse de café tout seul, parce que le café est psychotrope aussi. Regardez la définition du mot psychotrope, c'est quelque chose, une substance qui agit sur la psyché, que cette substance soit légale, illégale, prescrite, pas prescrite, en vente libre, peu importe, un psychotrope, ça agit sur la psyché. Donc oui, ça inclut des choses comme le café, les médicaments, les benzodiazépines, les antidépresseurs, les anxiolytiques, les neuroleptiques en général, etc. etc. C'est vaste. Donc comme pour tout psychotrope incluant l'alcool, il convient de ne pas consommer seul. Pardon, mais ça me semble un conseil assez lunaire, à tel point que je ne pense pas avoir besoin d'argumenter pour que mon opinion tienne debout. Je ne vais pas faire trop long.
pas boire d'alcool seul. Oui, pas picoler, de toute façon, en général, ne pas picoler, c'est mieux. Ne pas picoler seul, oui, il vaut mieux éviter aussi. Mais ne pas boire d'alcool seul. Ne pas fumer seul. Ne pas boire de café seul. Pardon. La suite, page 29. Dans la partie usage thérapeutique, entre guillemets, consommer des psychédéliques sans supervision, même dans un but de recherche thérapeutique, peut être dangereux. Je corrige, consommer des psychédéliques avec ou sans supervision, même dans un but de recherche thérapeutique, peut être dangereux. Commentaire, encore une fois, le risque zéro n'existe pas. La supervision a son lot de risques pour le supervisé et pour le superviseur, tout comme l'expérience non supervisée. À ma connaissance, il n'existe pas de publication scientifique démontrant que l'expérience supervisée est statistiquement moins dangereuse que l'expérience non supervisée. À l'occasion de la rédaction de cet article et de l'enregistrement de cette vidéo, j'ai encore cherché sur Google Scholar des publications qui font référence à l'usage non supervisé des psychédéliques. En anglais, ça s'appelle Naturalistic Use. Par exemple, avec les mots-clés Psychedelic Naturalistic Risk. Et j'ai à nouveau trouvé des articles récents qui pointent vers des effets bénéfiques de l'usage non supervisé. Rien qui pointe vers une augmentation nette des risques en général par rapport à l'usage supervisé. Pour rappel, les psychédéliques sont considérés comme une drogue récréative, pas comme une drogue cauchemardesque ou récréative à la base. C'est le terme familier, usage courant, tout ça, récréatif. Ça veut dire sans supervision. Récréatif, ça induit sans supervision. Enfin, bon, bref. Incongruité numéro 3, page 51, dans Assistance en cas de crise. Ouvrez les guillemets. Une façon d'éviter un bad trip ou des comportements dangereux est d'avoir un trip-sitter bien informé. Un trip-sitter serait idéalement un ami de confiance qui connaît bien la personne ou un professionnel qui a de l'expérience avec les psychédéliques, avec une présence empathique et calme et qui n'est sous l'influence d'aucune substance lui-même. Le trip-sitter permet à l'individu de se sentir à l'aise et en sécurité dans son environnement. Il peut agir comme un contrôle de la réalité si la personne en a le besoin. Plus loin, page 52, s'asseoir tranquillement avec la personne, faire une courte promenade avec elle et, le cas échéant, avoir des contacts physiques avec l'accord de la personne tels que des câlins ou lui tenir la main sont des moyens puissants de réconforter quelqu'un qui vit une expérience mauvaise ou effrayante. Il faudra également veiller à ne pas surinterpréter les besoins de la personne en faisant passer sa propre envie de réconforter avant le besoin réel de la personne en crise. Fermez les guillemets. Et je corrige. S'asseoir tranquillement avec la personne, rester calme et dire quelques paroles rassurantes d'une voix calme, faire une courte promenade avec elle et, le cas échéant, lui tenir la main, sont des moyens puissants, etc. Donc, je barre, avoir des contacts physiques avec l'accord de la personne, tels que des câlins, etc. Commentaire, c'est le passage qui me semble le plus problématique. Une personne sous effet de substances psychoactives n'est plus vraiment en état de donner un quelconque consentement éclairé. Le consentement à un éventuel contact physique, quel qu'il soit, peut éventuellement être donné en amont de l'expérience, plus difficilement pendant, comme il l'est d'ailleurs précisé, page 63 de ce même manuel, au sujet du chemsex. Si certaines activités sont envisagées avec les autres participants, chemsex par exemple, je m'assure de leur consentement réciproque en amont et je refuse catégoriquement toute expérience que je ne souhaite pas. Fin de la citation. Et même si le consentement a été donné en amont, que pendant l'expérience, l'expérimentateur ne souhaite plus ce contact physique, qu'il le trouve à présent pénible par exemple, tout en étant désormais dans l'incapacité de le dire, parce qu'on peut se retrouver dans l'incapacité de parler à certains moments en fonction des doses, alors ce contact risque d'avoir des effets néfastes. Recommander des contacts physiques et en particulier des câlins me semble complètement inapproprié. C'est un terrain beaucoup trop glissant quand il s'agit de réconforter quelqu'un qui se trouve dans un état de grande suggestibilité et de grande vulnérabilité. Les câlins, c'est le genre de choses
C'est le genre de choses pratiquées par Madame Bourza et Monsieur Crossbard et enseignées aux guides qu'ils ont formés, potentiellement en France, ça. Et cela a donné lieu à de nombreux dérapages et abus. Voir aussi le cas de Mégane Buisson, pendant une expérience clinique menée par MAPS, filmée avec des thérapeutes embauchés par MAPS. Les images et les vidéos dans cet article, Footage of therapists spooning and pinning down patients in BC trial for MDMA therapy prompts review. Regarder ces images permet de se faire une idée de ce que des thérapeutes réputés et expérimentés peuvent considérer comme thérapeutique, alors que c'est en réalité de la maltraitance. Un trip-sitter devrait considérer que son rôle est celui de garde-malade ou de thérapeute, même quand il est un proche de l'expérimentateur. Un thérapeute ou une infirmière ne fait pas des câlins à ses clients ou à ses patients, en particulier lorsque la personne sur laquelle il veille est dans un état particulièrement vulnérable sur le plan sensoriel et psycho-émotionnel. Tenir la main si la personne sous effet en fait explicitement la demande, c'est un contact physique amplement suffisant. On trouvera plus de détails et d'arguments dans un article coécrit entre autres par l'équipe de Symposia. C'est une association constituée d'universitaires comme la Société psychédélique française et coécrit aussi par Mégane Buisson. Un precautionary approach to touch in psychedelic assisted therapy. Et voir aussi cet article As legal psychedelic therapy emerges, ethicists urge for more comprehensive frameworks to address sexual abuse. Donc il y a eu un travail de fait, de réflexion par des universitaires, des gens plus diplômés que moi, sur la question des limites des bienfaits du toucher dans le cadre des thérapies assistées par psychédéliques. Ensuite, page 53 dans la partie retraite psychédélique. Alors, entre guillemets, face à un engouement croissant pour les substances psychédéliques, certaines personnes souhaitent en consommer tout en étant encadrées par des spécialistes. Les motivations sont plurielles et peuvent concerner un désir de soins, de développement personnel ou spirituel, voire de simple curiosité. De prime abord, il semblerait qu'être encadré permette de réduire les risques, et c'est le plus souvent le cas. Néanmoins, d'autres risques sont susceptibles de survenir et nous souhaitons en exposer quelques-uns ici. En France, la consommation de psychédéliques est prohibée, cependant certains séjours s'organisent clandestinement. Le fait que ces séjours soient secrets, à l'abri des regards extérieurs et qu'ils s'organisent en petits comités peut favoriser un sentiment d'appartenance au groupe et développer un système de croyances et éventuellement conduire à des dérives sectaires. Il peut arriver que les organisateurs, dont l'éthique est variable, souhaitent entretenir un rapport de dépendance avec des formes d'emprise psychologique. De plus, une quête perpétuelle de mieux-être et une dépendance psychologique à ces séjours peuvent se mettre en place. Dans l'ensemble, la consommation de psychédéliques sous la supervision de spécialistes nécessite une relative confiance permettant un sentiment de sécurité, fermez les guillemets. Je cite tout ça parce que je pense que c'est vraiment important et que c'est... Voilà, dans l'ensemble, je suis en phase avec ce qui est écrit là. C'est bien de faire une mise en garde de ce genre en France pour des Français. Parfois un peu naïf et innocent sur la question des abus. Donc je corrige quand même ce petit passage en y rajoutant un mot. Dans l'ensemble, la consommation de psychédéliques sous la supervision de spécialistes nécessite une relative confiance mutuelle, permettant un sentiment de sécurité. Je rajoute mutuelle. Commentaire, confiance mutuelle, car bien sûr le client doit avoir confiance en l'encadrant, mais l'encadrant doit aussi pouvoir être sûr que ses clients lui ont bien parlé de tous leurs antécédents médicaux et qu'ils n'ont aucune contre-indication à prendre un psychédélique. Dans l'idéal, le client devrait pouvoir fournir un certificat médical signé par un médecin compétent, attestant du fait qu'il peut prendre un psychédélique. Si les encadrants se contentent aveuglément de la parole de leurs clients, genre non, je ne prends pas de médoc et oui, mon cœur va bien, tôt ou tard, ils s'exposent à des risques non négligeables. Les encadrants ou guides underground qui pratiquent dans l'illégalité font-ils signer une décharge à leurs clients en cas de souci? Si vous envisagez de vous faire guider par un guide underground qui pratique dans l'illégalité en France ou peut-être, je ne sais pas, en Espagne, pensez à lui poser la question, qu'est-ce qui se passe en cas de souci? Si je dérape, si tu dérapes, si quelqu'un dans le groupe dérape, pète les plombs, qu'est-ce qui se passe? Qui assume les risques? Bref. Ouvrez les guillemets.
Il est important de garder à l'esprit que les effets des psychédéliques peuvent induire une grande suggestibilité, c'est-à-dire une plus grande sensibilité aux influences extérieures. De plus, l'état modifié de conscience place l'individu dans un éventuel état de vulnérabilité. Cela peut conduire à des formes d'abus chez des personnes encadrantes, mal intentionnées. Fermez les guillemets. Et je corrige. Cela peut conduire à des formes d'abus chez des personnes encadrantes, qu'elles soient bien ou mal intentionnées. Fermez les guillemets. Commentaire. Encore une fois, il est possible que nos actes aient des conséquences néfastes, même lorsque nous sommes persuadés avoir de bonnes intentions. Si vous demandez aux thérapeutes, comme Madame Bourza par exemple, qui commettent des abus de confiance, des abus de faiblesse, des abus sexuels, s'ils avaient l'intention de nuire à leurs victimes, ils répondront probablement que non, pas du tout, et puis qu'ils n'ont rien fait de mal. Négation, c'est une négation du vécu du client, du gaslighting, en d'autres termes. Ils diront que c'est leur client, et ils diront probablement que c'est leur client qui a mal compris leur intention, et puis comme tout ce qu'ils font est pour le bien de leur client, de leur point de vue, il n'y a jamais aucune victime nulle part. Et puis ce sont eux les professionnels compétents et expérimentés, donc ce sont eux qui savent ce qui est bon ou pas pour leur client. Si le client résiste, refuse un geste thérapeutique par exemple, c'est le signe qu'il faut continuer à le pousser dans ses retranchements pour son bien. Ça c'est tout un ensemble de mécanismes que je détaille un peu plus dans mon gros PDF, Bourza, Grossbard, Ma Psycho. Rouvrez les guillemets. Même s'ils sont rares, certains cas de négligence, d'abus de pouvoir, d'abus sexuels ou de violence ont été décrits pour des bénéfices lucratifs ou suite à des révélations personnelles. Certaines personnes proposent l'encadrement de prise de psychédéliques tout en disposant d'une faible connaissance et d'un manque de pratique. Ce type d'encadrement peut être dangereux. Je corrige, je rajoute. Certaines personnes proposent l'encadrement de prise de psychédéliques tout en disposant d'une faible connaissance et d'un manque de pratique. Même quand les encadrants sont réputés et expérimentés, ils peuvent avoir des personnalités et des méthodes propices aux abus. Tout type d'encadrement peut être dangereux. Fermez les guillemets. Dans la partie expérience solo, page 60, pour un usage introspectif, ça fait référence à l'expérience solo. Pour un usage, et dans la partie pour un usage introspectif. Entre guillemets, j'ai une personne de confiance et si possible expérimentée à mes côtés tout au long du voyage. Si je n'ai pas d'autre choix que de faire l'expérience en solitaire, je préviens un proche d'où je suis, de mes intentions ainsi que de l'heure de prise prévue. Fermez les guillemets. Eh bien, je ne corrige rien. Commentaire. C'est cool de ne pas fermer la porte à l'expérience solo. Et j'ai une page consacrée à l'expérience solo, ça s'appelle Psilocybe en solo, je donne le lien dans l'article. Puisque j'essaye moi aussi à mon niveau de faire de la prévention des risques. Et je précise, au cas où on en viendrait à se demander quels sont mes conflits d'intérêts, mes liens d'intérêt, etc., je précise que je n'ai rien à vendre dans ce domaine. Retraite, consultation, voyage, accompagnement, non, je ne vends rien, je fais tout ça bénévolement. Je fais tout ça, ce travail d'information bénévolement et je ne fais pas d'accompagnement, même bénévolement, je veux dire, hein, que ce soit clair. Bibliographie vulgarisée. Oui, dans la partie bibliographie de ce manuel. Notons l'absence des livres du Dr Olivier Chambon et de Stéphane Schillinger, qui ne sont pas des références sérieuses aux yeux de nos universitaires spécialistes de la spécialité. Bah oui, s'ils ne sont pas cités, c'est que... les universitaires français, à ma connaissance, connaissent l'existence d'une critique de la médecine psychédélique du Dr Chambon. Je mets le lien vers cette critique de la médecine psychédélique, donc c'est un des livres du Dr Chambon. Voilà, j'ai fini. À la prochaine. Prenez soin de vous.